À l'aube du troisième millénaire, l'agriculture doit faire face à deux défis importants. Répondre à une demande alimentaire de plus en plus forte et préserver les ressources naturelles. Dans les pays en voie de développement, en zone tropicale humide, l'élevage des animaux s'accroît à un rythme sans précédent. C'est dans ces zones que la pression sur l'environnement augmente le plus fortement. De plus, l'évolution des systèmes de production agricole vers les productions spécifiques très intensives conduit à transformer l'agriculteur en pollueur. Il devient donc plus que nécessaire d'adopter les techniques d'élevage intégré moins préjudiciables pour l'environnement. Ces techniques peuvent être mises en œuvre en Asie, mais également dans certaines régions d'Afrique et d'Amérique latine. Elles pourront y subvenir aux besoins alimentaires de populations de plus en plus importantes. Il est possible d'optimaliser l'utilisation des ressources naturelles des zones humides tropicales par l'intégration de l'élevage à d'autres sous-systèmes comme l'aquaculture, la riziculture, les cultures maraîchères et fruitières. Les produits issus d'un système peuvent partiellement servir de ressources aux autres. Cette intégration contribue ainsi à une augmentation significative de la productivité totale de l'écosystème agricole et donc des revenus des exploitants. Diverses populations ont inventé des systèmes primitifs de production piscicole en améliorant simplement la productivité du milieu aquatique. Au Bénin, les paysans ont créé un moyen très simple d'intensification de la production. Ce premier système, appelé Akadja, est toujours pratiqué actuellement dans la lagune de Porto Novo, aux eaux peu profondes. Il consiste à planter des pieux de bambou et d'autres arbustes pour former un enclos. On place à l'intérieur des branchages plantés ou couchés, de 8 à 16 par mètre carré. Ces branchages vont attirer et concentrer les poissons en leur fournissant un refuge et une nourriture abondante comme les algues, les protozoaires, les larves d'insectes, etc. Chaque année, on obtient des récoltes de 1000 à 20 000 kilos de poissons par hectare. Celle-ci s'effectue en retirant les branchages et en concentrant les poissons au moyen d'un filet de senne tournante. Cette production dépend de la densité des branchages mis en place. Les principales espèces capturées sont des tilapia d'eau saumâtre,
et des poissons-chats. Une variante du système Akaja, le halo, est adaptée aux fleuves de plaine. Il consiste à coucher tout au long de leur berge, sur une largeur de quelques mètres, des branchages sur lesquels se développent des plantes semi-aquatiques de surface. Une multitude de poissons s'y réfugient et s'y nourrissent. La récolte consiste à entourer en saison sèche le système d'un long filet, puis de procéder par petits secteurs à l'enlèvement de la végétation et des branchages morts. On peut capturer par cette technique entre 1000 et 2000 kilos de poissons par hectare. Cette récolte est surtout constituée de tilapia et d'espèces à respiration aérienne accessoire. Poissons-chats, poissons à grandes écailles. Dans la plaine inondable de l'Ouémé, au Bénin, les paysans ont creusé de longues tranchées d'1,50 m de profondeur sur 4 mètres de large. Ces tranchées, appelées wedo, sont d'un niveau technologique plus avancé. Elles sont inondées en saison des pluies, mais captent les poissons et retiennent l'eau lors de la décrue et pendant toute la saison sèche. Partie par partie, ces wedos sont débarrassés de la végétation semi-aquatique envahissante qui sera utilisée comme fertilisant organique sur les digues. Les poissons sont alors récoltés secteur par secteur grâce à des barrières mobiles en fibres végétales. Sur les bords de ces tranchées, les diguettes surélevées sont, dès la décrue, cultivées de légumes.
Le reste de la plaine, couverte de plantes aquatiques mortes, est préparé pour la culture du maïs. Ces productions de légumes, maïs et poissons, représentent un premier niveau d'intégration durable qui permet de maintenir des niveaux de production relativement élevés par recyclage de la matière organique produite naturellement. Ce système pourrait encore être intensifié par l'empoisonnement des ouées d'eau avec des alvindages identiques produits en pisciculture tels que les clarias. De plus, un nourrissage régulier des poissons avec des produits locaux, tels que la fougère aquatique Azolla, qui se développe naturellement dans la mare, pourrait facilement augmenter la production. Cette stratégie d'intensification de production se développe depuis des siècles en Asie et constitue les systèmes semi-intensifs de pisciculture intégrée. La pisciculture, née en Chine depuis plus de 3 millénaires, s'y est développée par intégration avec des activités agricoles et d'élevage, au départ d'associations simples telles que riz-poisson. Ainsi, la riziculture pluviale, fort développée en Asie depuis de nombreux siècles, permet la capture de poissons sauvages. Plus élaborée, la riziculture irriguée consiste à emprisonner des poissons sauvages dans les périmètres rizicoles. Lors de la récolte du riz, cette technique conduit à des captures de l'ordre de 20 à 60 kg de poissons par hectare. Un moyen simple d'intensifier cette production consiste à aménager le long des casiers rizicoles des tranchées de 1 mètre de profondeur qui servent de refuge aux poissons. Ce simple aménagement permet à lui seul, sans alimentation complémentaire, d'accroître la récolte de poissons aux environs de 200 kg par hectare. À partir de cette association simple riz-poisson, les fermiers asiatiques ont multiplié et complexifié les intégrations possibles, tout en recyclant sans cesse les matières organiques produites par l'écosystème agropiscicole, inventant le véritable développement durable bien avant la conférence de Rio de 1992. L'intégration agropiscicole conçue par les fermiers du delta du Mékong montre dans ce schéma que la rizière est entourée de tranchées d'1 mètre de profondeur. Poissons et crevettes s'y développent. Des canards nagent en surface. Les digues sont plantées de légumes, choux, haricots, soya, maïs, et d'arbres fruitiers, papayers, bananiers, manguiers, ou de bambou. Les flèches indiqueront l'utilisation des ressources. L'eau fertile s'infiltre dans les digues cultivées. Les vases noirs sont récupérés et déversés sur les digues. Le fumier des animaux sert à fertiliser l'eau. Les poissons et crevettes, en circulant dans la rizière, consomment les mauvaises herbes ainsi que les divers insectes indésirables pour la culture du riz. Cette association riz-poisson peut encore être facilement intensifiée en alimentant directement les poissons avec des sous-produits locaux, comme son de riz, tourteaux de soja. Dans ce cas, la récolte de poissons peut facilement atteindre les 2000 kg par hectare. La production de riz, elle, est augmentée d'environ 10% grâce au fumier de poisson. Quand on sait que les surfaces cultivées en riz irrigué s'élèvent à plus de 100 millions d'hectares, on imagine les quantités de poissons qui pourraient être produites. Le système digue-étang favorise l'interaction entre terre et eau, source d'échange d'énergie et de matière. Les terres récupérées à partir des zones marécageuses forment des digues situées à 50 cm au-dessus du niveau d'eau. Ces digues sont régulièrement fertilisées avec les vases organiques lors de l'entretien régulier des étangs.
Vu le contact des racines avec l'eau fertile des étangs, les plantes à cycle court, choux, haricots, soja, tomates, maïs, permettent d'obtenir 3 récoltes par an. Les arbres fruitiers, comme le bananier et le papayer, grâce aux infiltrations d'eau, continuent de produire, y compris en saison sèche. Dans les étangs de grossissement, on mélange différentes espèces à régime alimentaire complémentaire comme en Asie, ou bien on utilise une seule espèce, le tilapia africain, qui grâce à ses capacités omnivores joue presque le même rôle que les différentes espèces asiatiques réunies. Dans certains cas, on associe quelques poissons à plus haute valeur commerciale et à croissance très rapide, tels que les poissons-chats. Les récoltes de poissons sont généralement annuelles et de l'ordre de 2 à 8 000 kg par hectare, selon l'intensité de la fertilisation des étangs et de l'alimentation complémentaire des poissons. D'autres fermiers asiatiques spécialisés dans la production de canards valorisent leurs déchets via la pisciculture. La canardière est généralement construite sur la digue de l'étang où sont alimentés les canards. La population de canards qui peut s'ébattre en liberté sur l'étang est une véritable usine à fertiliser l'eau et à alimenter les poissons. Selon la demande du marché, les fermiers se spécialisent dans les cannes pondeuses ou les canards de chair. Dans ce dernier cas, certains éleveurs produisent essentiellement de jeunes canetons dont l'engraissement est ensuite assuré par d'autres éleveurs au niveau familial ou industriel. L'alimentation au plan familial peut s'effectuer avec une série de végétaux aquatiques et semi-aquatiques produits sur place, tels l'emna, azola, qu'on mélangera avec du son de riz et de la farine de maïs. Au niveau industriel, on emploie un aliment composé équilibré. Dans certains cas, les vases organiques de l'étang sont utilisés pour produire des plantes décoratives en pot. Chez les producteurs de canards, la pisciculture représente 10 à 20% des revenus de la ferme intégrée. Les producteurs de poulets valorisent également les déchets selon les mêmes principes. Cependant, dans ce cas, la population de poules pondeuses ou de poulets de chair est toujours confinée dans un poulailler. Le poulailler peut être construit sur la digue de l'étang, au mieux sur pilotis, ce qui conduit tout déchet directement dans l'eau sans aucune perte d'azote et limite toute manipulation supplémentaire. L'alimentation des poulets peut être assurée au niveau familial avec une série de végétaux aquatiques et semi-aquatiques complétés par du son de riz et diverses farines. Au niveau industriel, on distribue un aliment composé équilibré. La production de poissons peut représenter une part importante de revenus pour le fermier, de 20 à 40%. Ce type d'association est en tout cas plus rentable que la simple monoculture du riz, comme le démontre la reconversion de vastes étendues de rizières du sud de la Thaïlande en étang de pisciculture avec grands poulaillers sur pilotis. Les producteurs de porcs à l'engraissement ou de truies gestantes construisent généralement leur porcherie sur les digues des étangs. Le nettoyage quotidien conduit tout excrément et tout déchet alimentaire dans l'eau de l'étang.
Au plan familial, les porcs sont nourris avec des végétaux terrestres découpés ou des végétaux aquatiques qui sont également complétés avec du son de riz et diverses farines. La productivité piscicole représente ici 20 à 30% des revenus de la ferme intégrée. Au Vietnam et au Rwanda, des essais d'intégration de l'élevage de lapins à la pisciculture sont actuellement effectués au niveau familial. Les lapins sont toujours confinés dans des clapiers qui peuvent être construits sur pilotis en bordure de digue afin de permettre à tout déchet de tomber dans l'eau. Toutefois, ces crottes dures sont relativement pauvres en nutriments car elles résultent d'une double digestion. L'alimentation des lapins peut être assurée par une série de végétaux terrestres récoltés dans la nature et éventuellement complétée par un aliment composé pour lapins. Dans les étangs, ces essais sont menés soit en monoculture de tilapia ou de clarias, soit en un mélange des deux espèces. À partir d'associations simples intégrant les productions entre terre et eau, les fermiers écologistes du tiers-monde, obligés de produire des aliments à un coût acceptable pour les faibles revenus des consommateurs, ont diversifié et intensifié leur système de production. Ils ont ainsi inventé diverses associations complexes visant à optimaliser les flux de matière et d'énergie de leurs fermes. Voyons à partir de diverses situations concrètes un exemple de filière de production agro-piscicole recyclée visant à un développement durable. Les déchets d'élevage de volailles, de porcs ou de ruminants peuvent avoir une double destination. Les déchets solides sont récupérés pour le compostage à asticots ou à vers de terre. Ils sont quotidiennement collectés pour l'alimentation des poissons. Quant aux déchets liquides complétés par des déchets solides, ils sont orientés vers un digesteur pour produire du biogaz. Ces unités de biogaz ont l'avantage de supprimer la plupart des problèmes de santé animale et humaine liés à la contamination des déchets par des micro-organismes. De plus, c'est une source d'énergie domestique. L'effluent du digesteur s'écoule vers l'étang, apportant des eaux riches en nutriments, source de production de plancton végétal et animal consommé par les poissons. Les étangs peuvent également servir à produire des végétaux aquatiques à bonne teneur en protéines, tels que l'Emna azola. Ces végétaux récoltés régulièrement peuvent être utilisés frais ou séchés selon le cas. Mélangés à d'autres sous-produits, son de riz, tourteaux, farines diverses, ils serviront à alimenter les volailles, les porcs et même les poissons, réduisant ainsi les coûts d'alimentation des animaux. Sur le fond de l'étang s'accumule une quantité importante de vases organiques riches en éléments fertilisants, fumier de poisson, qui doit être régulièrement récupéré pour en éviter le comblement et l'intoxication des eaux. Elles servent alors à enrichir les sols des rizières ou des digues pour la culture maraîchère ou fruitière. Les déchets de compostage sont également utilisables à cette fin. Les mauvaises herbes, les déchets de légumes et de fruits sont utilisés pour fertiliser l'eau via un compostage dans l'étang. Le son de riz, les tourteaux d'oléagineux servent à alimenter les animaux d'élevage et les poissons. On peut schématiser la structure du système à 4 niveaux. Le premier niveau concerne l'élevage. Le second, la digestion de la matière organique via le compostage ou le digesteur à biogaz. Le troisième est constitué de l'étang. Et le quatrième, des digues de culture. Les relations fonctionnelles optimalisant les flux de matière de l'écosystème sont symbolisées par les flèches qui indiquent que les déchets de matière organique des élevages vont être digérés soit dans un compost par des asticots ou des vers de terre, soit dans un digesteur pour produire du biogaz pour les besoins ménagers.
L'étang va recevoir les eaux fertiles du digesteur qui vont assurer un bon développement des végétaux aquatiques flottants, lemna, azolla, du phyto et zooplancton, source de nourriture pour les poissons, ainsi que les asticots transférés quotidiennement du compost. Puis les eaux fertiles des étangs, ainsi que les vases organiques, vont servir au bon développement des cultures sur digues. Enfin, le cycle fonctionnel entre ces différents niveaux est assuré de façon durable, puisque les déchets de culture et leurs sous-produits sont utilisés pour nourrir partiellement les animaux d'élevage, ainsi que les poissons. Enfin, les bouts du digesteur et le compost affiné par les asticots ou les vers sont transférés au niveau du sol des digues. La boucle est ainsi bouclée, ce qui ne signifie pas que la ferme fonctionne en circuit fermé, mais en tout cas, rien ne s'y perd et tout se recycle, principe de base du développement durable. Les fermiers adaptent évidemment leur production à la demande des marchés locaux. Les types de légumes, de fruits, de plantes décoratives, les espèces de volailles et les espèces de poissons produits varieront au cours du temps en fonction des prix de vente et donc des bénéfices escomptés. L'explosion démographique entraîne la nécessité de produire plus d'aliments sur des superficies de plus en plus réduites. Ce processus d'intensification a, dans les pays développés, conduit à la mise en place d'unités agricoles plus performantes. Cette augmentation de la productivité repose sur la mécanisation agricole, l'utilisation d'herbicides, de pesticides et d'engrais chimiques. L'ensemble de ces moyens est onéreux et pénalisant pour l'environnement et le bien-être des producteurs et des consommateurs. En Asie, un autre mode d'intensification a prospéré depuis plusieurs millénaires sur des exploitations de taille réduite. Les fermiers y ont largement prouvé l'efficacité, la rentabilité et la durabilité des élevages intégrés en zone humide tropicale. Ils continuent à en améliorer la productivité sans dégrader leur environnement. On peut espérer que cette démarche concrète d'intégration d'activités durables inspirera les fermiers implantés dans les nombreuses zones humides d'Afrique et d'Amérique latine, et qu'ils pourront, à l'avenir, être mieux soutenus par les décideurs et les bailleurs de fonds de développement. Une meilleure gestion des ressources naturelles mondiales est essentielle pour atteindre le double objectif d'une production agricole durable: nourrir une population mondiale croissante et préserver les ressources naturelles. Il y a donc lieu de contrôler l'expansion de l'élevage et de mieux l'intégrer dans des systèmes globaux de production agro-piscicole.